Le deuxième reportage de ce magazine n'était pas prévu au programme. Il se trouve simplement que Marcel Tria et Franck Brisset sont rentrés il y a tout juste 10 jours de Tchétchénie et que ce qu'ils ont vu là-bas est tellement effrayant que nous avons décidé de diffuser sans plus attendre leur reportage. De façon très schématique, laissez-moi vous donner quelques repères pour mieux comprendre ce que vous allez voir. Depuis la chute de l'Empire soviétique, cette petite république du Caucase manifestait périodiquement des velléités d'indépendance, le désir de quitter la Grande Russie. Il y a 4 mois, Boris Yeltsin décide d'en finir avec cette rébellion larvée et lance ses troupes sur Grozny, la capitale. Tout cela se fait dans l'indifférence générale des nations occidentales. Après tout, disent les diplomates, la Russie ne fait que régler ses affaires intérieures. Résultat, on a l'impression aujourd'hui qu'un gigantesque bulldozer est passé sur Grozny, pendant que dans le reste du pays, on bombarde, on tue et lorsqu'on le peut, on fuit. C'est un reportage de Marcel Tria et Franck Brisset. Oui, cette guerre se terminera un jour. Elle se terminera. Et c'est nous qui aurons la victoire. Il n'y a aucune issue pour les Russes. Ils veulent gâcher nos brochettes. Laissons les Russes bouffer leurs rations. Nous, on a nos brochettes. Grozny, la capitale de la petite Tchétchénie qui rêvait d'indépendance. Plus de 450 000 personnes vivaient ici avant la guerre. La moitié d'entre elles étaient des Russes, les autres des Tchétchènes, des Ingouches ou des Arméniens. Ceux qui avaient fui et qui commencent à revenir retrouvent ceux qui peuvent enfin sortir des caves où ils s'étaient terrés pendant les bombardements. Des hommes et des femmes encore étonnés d'avoir survécu. Des ombres à la recherche de ce qui fut leur rue, leur maison. Toute une vie engloutie. Toute la mémoire d'un peuple parti en fumée, avec ses archives et ses bibliothèques. Sur la carcasse du palais présidentiel, les nouveaux maîtres ont planté leur drapeau. Grozny libéré des bandes armées, comme dit la propagande de Moscou. Étrange libérateur, le doigt sur la détente. Scrutant les ruines, d'où surgiront peut-être la nuit venue les francs-tireurs que les Tchétchènes ont laissés derrière eux en évacuant la ville après plus de 2 mois de résistance. Des hommes et des femmes coupés du monde pendant des mois. Alors, faute de mieux, ils se précipitent sur la bonne parole venue de Moscou avec les tanks. Mais les occupants n'ont pas encore trouvé le moyen de les faire taire. On se demande si l'herbe réussira à repousser après tout ça. Ils reviennent pour brûler les maisons. Comment est-ce possible de faire des choses pareilles? C'est pas la guerre, c'est une extermination. Et ils font la même chose aux Russes. Regardez, quand on pense à ce que c'était il y a à peine 4 mois, nous sommes devenus des clochards. Je n'aimais pas ce Doudaïev, mais maintenant je l'embrasserai comme ça. Venez, je vais vous montrer la cave où nous vivons. Voilà, regardez, c'est là.
Ils vivent ici depuis le début de la guerre. Plusieurs familles. Des Russes, côte à côte avec des Tchétchènes et des Ingouches. Ce bâtiment, quand il a brûlé, la moitié est restée intacte. Alors les soldats ont mis feu à l'autre moitié. Et pourquoi brûler? Ils ont dit, c'est pour chasser les mauvais esprits. Mais quels mauvais esprits? J'y comprends rien. Pourquoi tout brûler? Nous avons faim, nous sommes sales. Depuis 4 mois déjà, nous sommes ici avec les enfants. J'en ai 3 avec moi. Ma fille a été blessée ici, 2 balles. Nous n'avons aucune aide, nous n'avons plus un sou. Nous sommes misérables, misérables. Allez, ça suffit de vous plaindre. C'est un soldat russe qu'on a enterré là. C'était un gars de Leningrad. Ils sont venus avec leurs armes, mais on a pitié d'eux quand même. Il avait 18 ans, il disait, ça fait seulement 4 mois que je suis dans l'armée. Il ne savait même pas tenir une mitraillette, ils nous font pitié. Au moins 5000 apprentis soldats russes comme lui sont morts dans le désastre des premiers combats de rue. Et puis Boris Yeltsin a donné l'ordre d'écraser la ville sous les bombes. Plus de 25 000 morts civiles en 3 mois. Beaucoup de Tchétchènes de Grozny s'étaient alors réfugiés chez des parents dans les campagnes encore épargnées par la guerre. Mais la population russe, implantée presque uniquement dans la capitale, s'est retrouvée prise au piège et massacrée par sa propre armée. Pour les uns et pour les autres aujourd'hui, c'est la même désolation. Les Russes sont restés. Il y en a peu qui sont partis. Et les Tchétchènes, eux, ils reviennent. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Que voulez-vous que j'en pense? Ils ont détruit toute la ville. On peut encore penser? On n'a même plus un endroit où vivre. S'il vous plaît, venez voir. Voilà ma maison. Je suis obligée d'habiter chez des gens. Rien à manger, rien à me mettre. Tout est détruit. Et personne pour venir m'aider. Nous sommes à plusieurs kilomètres du centre-ville. Bien loin de tout objectif militaire. En plus, on nous traite comme des criminels. Vous comprenez? Ils nous contrôlent chaque jour, à chaque instant. L'aide humanitaire n'arrive jamais jusqu'à nous. Pas un gramme. Vous comprenez? Ils nous ont dit, on va vous aider, vous donner des matériaux pour reconstruire. Eh bien, que dalle. Nous voulons vous dire la vérité, pour que le monde entier sache, pour que vous puissiez la faire connaître. Mais ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. C'est la fin de tout. Ils reviennent et ils tirent. Ils tirent sur les meubles, ils tirent sur les maisons. Tout ce qu'il y avait dans les maisons, ils ont tout pillé, ils ont fouillé partout. Puis, après un long détour par la République voisine du Daghestan, nous avons dû contourner les lignes russes par les chemins de montagne pour rejoindre les zones encore contrôlées par les combattants tchétchènes au sud-est du pays. Après Grozny, la ville d'Argoun venait de tomber aux mains des Russes. Mais Chali, presque encerclé, tenait encore, malgré les bombardements incessants de jour comme de nuit.
Les uns après les autres, à bout de nerfs, les civils s'enfuyaient vers les villages de montagne. Ils nous ont bombardés toute la nuit. On a 8 enfants, petits, on les a déjà évacués. On ne pouvait pas les laisser là-bas. Si au moins on pouvait se battre, homme contre homme. Mais comme ça, c'est pas juste, et le monde entier. Qu'est-ce qu'il fout, le monde entier? Il faut s'organiser pour les combattre, ces salauds de Russes. Il y a beaucoup de maisons détruites. On est des gens pacifiques. Pourquoi détruire nos maisons? Tu veux faire la guerre, eh bien fais-la. Mais pourquoi détruire les maisons? Tuer les enfants? À Chali, déjà, en janvier, sur la place du marché, les bombes russes ont tué une centaine de civils d'un seul coup. Après la prise de Grozny et d'Argoun, l'état-major de l'armée tchétchène s'est replié ici. Mais l'artillerie russe est à quelques kilomètres à peine. Et l'assaut final est pour bientôt. Tu es soldat? Tu es soldat? Non, je suis majorette. Et tu es combattant? Oui, oui. Quel âge as-tu? 17 ans. Et tu n'as pas peur? Bien sûr que j'ai peur. Mais là, non. Mais quand les obus tombent, c'est autre chose. Au fond de la cour, d'autres soldats à peine plus âgés, mais ceux-là sont russes et prisonniers des Tchétchènes. Et surtout soulagés d'avoir échappé au massacre. Et ces deux femmes, ce sont les mères de 2 prisonniers russes. Elles vivent ici depuis 15 jours déjà, en attendant de pouvoir repartir avec leur fils. Personne n'avait besoin de cette guerre. C'est vraiment très mal tout ça. On tue les civils, il y a des enfants qui meurent, et ces soldats aussi, si jeunes. Vous étiez d'accord pour partir à la guerre? Mais non, personne n'était d'accord. On leur a pas demandé leur avis. Et on les a envoyés la nuit sous la surveillance des bataillons de choc de la police. Pour qu'ils ne s'enfuient pas? Oui, pour qu'ils ne s'enfuient pas. Regardez ce pauvre homme qui court après son fils. L'homme à la toque de fourrure est lui aussi père d'un soldat russe prisonnier. La mère est déjà quelque part en Tchétchénie à la recherche du fils. Et le père a perdu la trace de l'un et de l'autre. Avec l'aide des combattants tchétchènes, il espère bien les retrouver. C'est une liste de prisonniers publiée par un journal russe qui l'avait alerté. Il y a le nom de votre fils là-dessus? Oui, c'est écrit Fedotov Alexander Nikolaïevitch. Mon gamin a fait 4 mois de service militaire et il a été envoyé au combat. Alors évidemment, il a tout de suite été blessé et capturé. Depuis, on n'a plus de nouvelles de lui, et voilà, on est venu le chercher. Et les camarades tchétchènes m'aident beaucoup. Comment ils vous traitent, les Tchétchènes? Je peux vous dire tout de suite que la population tchétchène est très accueillante. Je vous dirais franchement que je me sens plus en sécurité ici que là où se trouvent les troupes russes. Là-bas, on te fouille tout le temps, on te surveille. Ici, on me laisse tranquille. Ici, il ne m'arrive rien de désagréable. Tout est bien. Tout simplement, j'aimerais bien retrouver mon fils. Tout à coup, une délégation de civils tchétchènes se présente à l'entrée de l'état-major. Ils veulent convaincre leurs combattants d'abandonner la partie. Les gars, je voudrais vous parler. Si vous restez ici, il va y avoir beaucoup de destruction, beaucoup de morts civiles. Et nous, on est désespérés. Et vous pensez que si nous partons, ils vont vous épargner? Mon père a été tué, sa maison détruite dans un village où il n'y avait aucun combattant. Vous vous trompez si vous pensez que notre départ les dissuadera. Ils frapperont de toute façon. Pourtant, ils ont dit qu'ils frapperont si vous êtes là, et qu'ils ne frapperont pas si vous n'y êtes plus.
Eh bien, ils mentent. Ils mentent. Mais j'avais entendu dire que vous alliez renoncer, que vous ne résistiez plus et que vous alliez partir. Vous voyez bien, c'est pas vrai. On est toujours là. Et même, on va vous donner des mitraillettes. Et on va faire la guerre ensemble. Chacun reste sur ses positions. Mais bientôt, l'artillerie russe et les hélicoptères de combat vont trancher définitivement la question. Les combattants vont quitter Chali la nuit prochaine pour poursuivre la lutte un peu plus loin. Ils ont déjà déménagé 3 fois, sans cesse, rattrapés par la guerre. Les Russes, ils sont pires que des cochons. Ils disent qu'ils sont venus en Tchétchénie pour en finir avec les bandits. C'est complètement faux. N'importe quel imbécile, même un enfant, comprend qu'ils viennent pour le pétrole. Ils ont l'habitude de boire le pétrole comme ils boivent la vodka. Et comme prétexte, ils racontent qu'on a constitué des gangs. Ceux qui sont ici, ce sont des bandits peut-être? Et ceux-là, des bandits? Ils détruisent tout, on en a marre. Où aller maintenant? Où allons-nous vivre? Qu'est-ce qu'on va manger? Dans quelques heures, ils le savent, Chali succombera sous les bombes russes. Il faut fuir à nouveau vers le sud, vers les hautes vallées du Caucase. Dernier espoir pour les combattants, obligés peu à peu d'abandonner eux aussi les villes de la plaine, faire des villages de montagne comme Vidino les bastions d'une guerre de partisans. Mais bientôt, même ici, au bout du monde, il n'y aura plus de répit, ni pour les combattants, ni pour la population civile, de plus en plus affolée par les bombardements et par les récits d'exaction des bataillons de choc dans les villages conquis par les Russes. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre village? Ils nous bombardent depuis hier. Impossible de vivre. Pourtant, nous n'avons que des vieux et des enfants. Pas de combattants, pas de bandits. Les avions bombardent les voitures. Les réfugiés aussi. On se sauve en voiture et ils nous bombardent. Où aller? Où devons-nous aller? Je me demande bien où le monde regarde. Vous voyez comme nous sommes. On s'est enfui sans rien, juste avec les vêtements qu'on portait. N'importe quel peuple se révolterait contre ça. N'importe quel peuple. Dites-nous où le monde entier regarde. Il n'y a pas de bandits ici. Mais ils ne font pas la guerre aux combattants. Ils ont même peur de les approcher. Ils tirent avec l'artillerie à longue distance, avec les avions. Où allez-vous? Là-bas dans les montagnes. Chez des parents? Quels parents? On n'a personne. Je vais construire une cabane en branche. Et toujours cette menace au-dessus d'eux. Les Russes viennent de bombarder un village plus au nord, à quelques kilomètres à peine. Elles ont suivi à peu près le même itinéraire que nous, mais à pied, près de 200 kilomètres à travers un pays en guerre. Venues du nord de l'Oural, elles sont elles aussi à la recherche de leur fils, 2 soldats russes disparus dans la tourmente. Sont-ils morts, blessés ou prisonniers? Elles n'en savent rien. Alors à tout hasard, elles viennent tenter leur chance à l'hôpital de Vidino. Vous êtes allé à Grosny? Oui, on a essayé de traverser le front, mais on ne nous a pas laissé passer. Alors on a décidé de passer par le Daghestan. Et qui vous a empêché de passer? Les troupes russes. Côte à côte, dans la salle d'opération, des médecins tchétchènes et une équipe de Médecins sans frontières belgiques. C'est la dernière antenne chirurgicale pour toutes les zones encore sous contrôle tchétchène. La plupart des hôpitaux ont été délibérément bombardés par les Russes.
Pauvres mères qui pleurent, qui viennent de si loin et qui se retrouvent en pleine guerre. Je viens de Grozny à pied et je n'ai pas retrouvé mon fils. On me dit qu'on l'avait vu ici ou là, mais impossible de retrouver sa trace. Et puis, l'arrivée de nouveaux blessés du dernier bombardement se précipite. Tous sont des civils. La plupart vont mourir. Tous les blessés viennent d'ici, à quelques kilomètres au nord de Vidino. Il y a 2 heures à peine, 5 ou 6 chasseurs bombardiers ont lâché leurs roquettes et leurs rafales de mitrailleuses. Il faisait beau ce matin et les enfants jouaient sur les balançoires de cette ancienne colonie de vacances réquisitionnée pour l'accueil des réfugiés. « 10 morts en tout, des dizaines de blessés, dont plusieurs enfants. C'est ça la constitution russe. Il faut donner ça à cet imbécile Yeltsin comme aide humanitaire. J'ai prévenu les enfants de ne pas sortir, de ne pas aller dans la cour, de ne pas s'approcher des balançoires, pour qu'on ne puisse pas les repérer depuis les avions. On a déjà tant de malheurs. Parce que les avions, ils étaient venus déjà 3 fois par ici. Et ils avaient vu les enfants s'amuser. Donc les avions ont commencé à tourner. Moi-même, j'ai paniqué. Et je me suis caché sous le tuyau. Et j'ai dit aux enfants qui étaient là de faire pareil. Et grâce à Allah et sa miséricorde, nous sommes sains et saufs. C'est bien la preuve qu'Allah est le plus grand. Et pour les rescapés, c'est à nouveau la fuite, toujours plus loin, vers un impossible refuge. Mais personne aujourd'hui en Tchétchénie ne peut plus échapper au malheur de la guerre. Marcel Tria, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'il faut d'abord revenir sur les conditions de tournage. Il n'est jamais simple de couvrir une guerre, mais en particulier celle qui se déroule aujourd'hui en Tchétchénie. Oui, avec Franck Brisset et Roland Madura, on n'a pas senti les Russes particulièrement enthousiasmés de nous laisser filmer leurs exploits à Grozny et ailleurs. On les comprend, d'autant plus qu'il est bien difficile pour eux de censurer les journalistes étrangers, comme ils le font systématiquement pour l'ensemble des médias russes. Alors, tout autour, comme au plus beau temps de l'ancien régime, alors tout autour de la Tchétchénie, en particulier des zones tenues par les Tchétchènes, il y a un véritable cordon sanitaire, des barrages sur toutes les routes, on ne passe pas, même avec des laissez-passer en bonne et due forme. Et on risque à tout moment d'être refoulé, de se faire prendre ses cassettes, ou pire, puisque un certain nombre de journalistes ont disparu dans la région. Malheureusement pour les Russes, les Tchétchènes, eux, ont tout intérêt à nous permettre de témoigner sur ce qui se passe en Tchétchénie, et ils se sont ingéniés à nous aider à contourner les lignes russes, à tromper la vigilance des Russes. Et par exemple, combien de kilomètres avez-vous parcouru avec votre équipe pour réaliser ce reportage ?
Finalement, plusieurs centaines de kilomètres, parce qu'il a fallu tourner autour de la Tchétchénie, rentrer par un côté, puis rentrer par un autre, en ressortant par les petites républiques autour. Et je dois dire que l'extraordinaire hospitalité des Tchétchènes nous a beaucoup aidé à supporter les horreurs d'une guerre particulièrement écœurante, parce que c'est une guerre contre un peuple pratiquement sans défense. Alors cela dit, Marcel, sur le fond, le contentieux entre les Russes et les Tchétchènes ne date pas d'hier. Oui, les Tchétchènes ont toujours donné du fil à retordre aux Russes. Déjà au XIXe siècle, il avait fallu plus de 40 ans à la Russie tsariste pour mettre au pas la Tchétchénie et l'annexer. Du temps de l'Union soviétique, ça s'est très mal passé aussi, puisqu'en février 1944, sur ordre de Staline, l'ensemble de la population tchétchène a été déportée en Sibérie. Alors on est allé chercher même les soldats qui étaient sur le front, dont certains héros de l'Union soviétique, pour les déporter aussi avec les autres. Le prétexte, c'était collaboration avec les Allemands. Or la Wehrmacht n'a jamais mis les pieds sur le territoire tchétchène. Alors bon, par exemple, les femmes, les enfants ont eu 10 minutes pour se préparer. Les vieux, les malades qui ne pouvaient pas se déplacer ont été exécutés sur place. Et un trajet de 2 semaines, 3 semaines, dans des conditions épouvantables, dans des wagons à bestiaux, pratiquement sans boire et sans manger. On estime que 55% environ d'une population de 700 000 personnes est morte au cours du voyage ou dans les premiers temps. Et ça, c'est une cicatrice impossible à oublier pour les Tchétchènes. Et puis l'histoire bégaye, on va dire, il y a 4 mois, lorsque Boris Yeltsin décide d'intervenir et d'arrêter toutes les velléités d'indépendance de la Tchétchénie. Oui, alors le Caucase, il faut savoir, c'est une mosaïque de républiques et de peuples plutôt remuants. C'est une zone de tension habitée par des gens qui ont plutôt le sang chaud. Et le président élu de Tchétchénie, Djokhar Doudaïev, ancien général de l'armée soviétique, avait décrété unilatéralement et peut-être un peu dangereusement, imprudemment, l'indépendance de la Tchétchénie. Alors les Russes ont eu peur de la contagion. Et ils se sont dit, on va écraser les rebelles pour faire réfléchir les autres. Et ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ne sont pas allés de main morte, c'est une stratégie brutale mais efficace, puisque les Tchétchènes espéraient l'embrasement du Caucase pour les défendre, mais paralysés par la peur, les autres républiques n'ont pas bronché. Une dernière question, Marcel. Comment vous expliquez l'indifférence des nations occidentales devant ce qui se passe en Tchétchénie aujourd'hui ? Elle est particulièrement surprenante parce que les méthodes utilisées en Tchétchénie par les armées d'occupation russes rappellent les atrocités nazies, exécutions sommaires, massacres de population, destruction massive, torture, utilisation d'armes terrifiantes, par exemple des bombes à aiguilles, c'est-à-dire en fait contenant des milliers de petits clous à ailettes qui partent dans tous les sens, ou alors ces bombes à fragmentation dont les éclats sont eux-mêmes des petites bombes qui vont exploser dans le corps des blessés. Donc des choses absolument insupportables. Et on comprend mal que les Occidentaux n'aient pas réagi. Alors bien sûr, il ne faut pas faire de peine à l'ami Boris Yeltsin, qui prépare pour le 9 mai la commémoration de la victoire sur le nazisme. Et vous savez, c'est un peu... les dirigeants occidentaux s'empressent de dire c'est une affaire intérieure à la Russie. C'est un peu comme si vous entendiez chez vos voisins les hurlements d'un enfant qu'on est en train de martyriser, que vous vous disiez je ne m'en occupe pas, c'est pas mon affaire, c'est une affaire de famille. Alors, Sergueï Kovaliev, qui était un ami de Sakharov, qui est un ancien du Goulag, et que Boris Yeltsin lui-même avait nommé délégué aux droits de l'homme de la Russie, en revenant de Grozny, où il était au plus fort des bombardements, n'a pas mâché ses mots, il a dit on ne peut pas vivre dans un pays dirigé par des menteurs et des salauds. Alors, le 9 mai, les principaux dirigeants des grandes démocraties occidentales iraient serrer la main à ces salauds. Ça me paraît difficile à croire. Merci Marcel.